J'entends dans le festival qui est festif. La contribution intellectuelle comme ça. Bonjour. L'entrée de Sa Majesté, le roi. Leur Majesté, soyez les bienvenus dans cette auguste salle du musée qui est en fait le couloir que nous avons transformé pour les besoins de notre conférence en salle de conférence. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette conférence le professeur Sayar et notre frère, le docteur Messina Léo, et notre autre frère, le journaliste et expert écrivain, monsieur Kemche du Nord, qui vont animer cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des activités de notre festival et accompagne le thème principal de cette conférence qui est celui de la reconnexion à notre terre ancestrale. Parce que le débat de ce jour va tourner justement autour du retour des œuvres africaines en Afrique. Et ça participe donc justement de cette reconnexion, de comment est-ce que nous rentrons en réappropriation de nos œuvres. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Vous allez me corriger parce que c'est vous les experts. Cette conférence constitue la première séquence d'une activité qui va, la première séquence de l'événement dont le deuxième pan sera l'inauguration. Il y aura d'abord la visite du musée, mais après il y aura l'inauguration du restaurant gastronomique. Donc nous aurons le plaisir de suivre notre guide suprême qui va nous faire découvrir à la fois les infrastructures et j'imagine va nous orienter, va nous précéder pour déguster certains mets du terroir. Soyez les bienvenus à cette grande conférence. Soyez donc les bienvenus, le disais-je, à cette grande conférence. Je passe directement la parole au docteur Mesmer Ndougo. Vous préférez mettre tout docteur Mesmer Ndougo pour qu'il introduise cette conférence. Merci, monsieur Kemche. Leur Majesté, chers invités, je vais commencer par une petite histoire, une petite anecdote. Il y a 3 semaines, dans un tribunal en France, il s'est posé une question pertinente.
Alors, c'est un collectionneur qui a acheté à un couple de personnes plutôt âgées un masque qui dormait dans leur cave pendant plus d'une vingtaine d'années. Le collectionneur a acheté ce masque et ce couple s'est rendu compte que le masque a été revendu chez les commissaires-priseurs à 4 millions d'euros, alors qu'il avait acheté à 2 000 euros. Donc la justice française a dû se prononcer pour savoir finalement à qui revenaient les 4 millions d'euros, puisque le couple a intenté une action pour considérer qu'on les a trompés sur le fait que ce masque avait une véritable valeur. En réalité, il s'agissait d'un masque gabonais. Il n'y en avait que très peu dans le monde et il avait été spolié. Donc c'est pour dire que nos œuvres africaines, nos œuvres de chez nous, ont une certaine valeur que les autres estiment, même si chez nous, ça a plus une valeur sentimentale, ça peut aussi avoir une valeur culturelle, ça peut avoir une valeur même religieuse. Alors, longtemps méconnu, l'art africain de l'Union africaine de protéger la culture africaine. Alors, finalement, ce qu'on voit ici, à l'issue de ce premier temps du raisonnement, c'est que l'art, qu'il soit profane ou qu'il soit sacré, il est consubstantiel à l'être humain. Je crois que tant que l'espèce humaine existera, il y aura des personnes qui auront besoin de créer pour exprimer leur sensibilité, leurs émotions, leur foi religieuse. Et il y aura des personnes pour recevoir ces créations, pour être émues, pour être interpellées par ces créations. Donc, bon, j'en redirai un mot à la fin de mon discours. Mais j'en viens du coup au second temps, je pense que c'est celui qui vous intéresse le plus. Mais il fallait quand même que je pose le cadre juridique conceptuel avant d'en venir, je pense, à ce qui vous interpellera le plus. Le second temps de ma présentation, à savoir l'accès des peuples africains aux œuvres culturelles africaines et la réappropriation de leur patrimoine artistique. Alors pourquoi est-ce que cette question se pose pour l'Afrique davantage que pour d'autres continents et davantage que pour d'autres peuples? Parce que l'Afrique a vécu un événement historique, unique, qui est la colonisation. Et que cet événement historique a conduit à déposséder l'Afrique de ses œuvres culturelles. Immédiatement, je pose le cadre de mon propos. Il faut quand même bien se rappeler que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu une circulation des biens culturels. Toujours. Et une circulation de l'art. Primo, parce que les artistes sont libres de s'installer où ils veulent. Et ils sont libres, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, d'aller créer dans d'autres pays. Regardez en France, je crois que l'œuvre d'art la plus célèbre de toute la France, c'est la Joconde, qui trône au Louvre, et pourtant la Joconde, elle a été peinte par un Italien. Alors certes, un Italien qui était protégé par le roi François Ier et qui était venu s'installer à côté d'Amboise, au château du Clos-Lucé, mais ça restait quand même un Italien, Léonard de Vinci. Bon, c'était sa liberté de venir créer ce chef-d'œuvre de la Joconde en France. L'autre raison de la circulation des œuvres d'art, c'est le mimétisme. On ne pourra jamais empêcher des artistes de s'inspirer de ce qu'ils voient ailleurs. On dit, je ne suis pas historienne de l'art, mais on dit que Picasso, Matisse, Giacometti se sont énormément inspirés de ce qu'on appelle l'art tribal, l'art primitif africain, pour créer leurs propres œuvres qui aujourd'hui, vous le savez, coûtent des millions de dollars. Autre raison de la circulation des œuvres d'art, je vous en ai parlé dans mon premier point, ce sont les guerres. Les guerres avec leur lot de pillages, de vols, qui, elles aussi, évidemment, favorisent la circulation de ces œuvres. C'est ce qui fait dire aux spécialistes que la culture est universelle et que sa protection, c'est l'affaire de tous. Il revient à n'importe qui, à tout un chacun, de protéger les œuvres d'art, qu'elles soient africaines, européennes, chinoises, indonésiennes, que sais-je encore. La culture est universelle et c'est pour ça qu'on va trouver les tableaux impressionnistes au musée de Saint-Pétersbourg, au Metropolitan Museum à New York. On va trouver un tombeau, je me souviens quand j'avais visité le musée de l'art médiéval à New York, on trouve un tombeau démonté pierre par pierre d'un comte espagnol. On trouve en France, au Louvre, la Victoire de Samothrace, qui est une œuvre grecque. Donc, bon, les œuvres d'art n'ont pas de frontières. En revanche, pour l'Afrique, les choses sont un peu différentes.
parce que l'Afrique, je vous le disais, a connu un événement historique, dramatique et assez unique, qui est celui de la colonisation. Je pense que mutatis mutandis, si on voulait faire une comparaison, mais avec vraiment beaucoup de nuances, hein, ça serait par exemple la spoliation des biens juifs pendant la Shoah. Ça aussi, c'est un événement historique unique. Il n'y a que le peuple juif pour avoir été spolié systématiquement de tous ses biens à cause de la politique nazie et de la Shoah. Eh bien, pour l'Afrique, c'est pareil. Il n'y a que les peuples africains qui ont connu, comment dire, ce pillage systématique des œuvres culturelles au profit des États coloniaux. C'est pour ça que la problématique est très particulière pour l'Afrique. Alors, face à cette situation, que faire ? Que faire pour que les peuples africains puissent se réapproprier leur histoire passée et puissent se projeter dans l'avenir? D'abord, on peut s'inspirer de l'initiative de Sa Majesté et créer un musée, organiser des festivals pour que la population soit sensibilisée à sa culture et s'y intéresse, et notamment les jeunes générations, évidemment. Parce que je crois vraiment, je le dis avec mon prisme européen pourtant, hein, je crois vraiment que c'est un tort d'attendre que l'État fasse tout. Il ne faut pas s'en remettre toujours aux autorités nationales. Hein. Il faut que les autorités locales, traditionnelles, religieuses, et même chaque individu, par son action, participe à la protection des biens culturels et en tout cas s'y intéresse. Ça, c'est la première, peut-être, démarche à suivre. La deuxième démarche, je crois, c'est qu'il faut soutenir les créateurs contemporains. Quand on parle de l'art africain, en tout cas quand on n'est pas en Afrique et qu'on parle de l'art africain, on parle souvent de ce qu'on appelle l'art primitif, l'art tribal. Or, j'en parlais hier avec André Maritala, j'avais la chance qu'il soit assis à côté de moi, et on parlait justement de l'exposition qu'a fait l'artiste camerounais Barthélemy Togo sous la pyramide du musée du Louvre. Monsieur Togo a exposé ce qu'il appelle son pilier des migrants disparus. C'était jusqu'en janvier de cette année. Hein. Donc il faut favoriser les artistes, et là pour le coup l'État a son rôle à jouer, même si on sait tous que les ministères de la culture sont toujours les parents pauvres de tous les ministères. Et ça c'est valable partout. Un peu moins peut-être chez les États occidentaux parce qu'il y a peut-être plus d'argent. Mais bon, quand vous écoutez des gens qui travaillent à la culture, ils vous disent tous qu'ils sont défavorisés par rapport à d'autres ministères. Enfin, troisième point, il faut favoriser le retour des biens culturels dans leur pays d'origine, pour que les peuples puissent les admirer et se les réapproprier, au moins symboliquement. Et là, il y a plusieurs façons de faire. On peut organiser des expositions, on peut organiser des échanges, des prêts entre musées, et évidemment, on peut organiser des modalités de restitution. La France s'est engagée dans cette voie. Elle a organisé au Quai Branly, alors je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, une grande exposition où le trône de Sa Majesté était exposé. La France a aussi restitué, il y a maintenant 5 ans, un très grand nombre d'œuvres d'art au Bénin. Donc, bon, la France est engagée dans cette réflexion, je crois que l'Allemagne aussi, voilà. Et c'est une réflexion qu'il faut encourager, évidemment. Il faut que les États africains puissent récupérer certaines de leurs œuvres pour éduquer la jeune génération. Donc je vais conclure, parce que mon temps de parole est écoulé, je vais conclure par une phrase de notre ministre, il y a très longtemps, de la culture, mais qui était un grand ministre de la culture français, André Malraux, qui disait que la culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Je crois, moi, en tant que professeur de droit, que le droit peut être un instrument puissant pour protéger les œuvres culturelles, mais qu'en réalité, il appartient à chacun de nous de nous intéresser à notre culture, d'en être fiers, de la valoriser, de la diffuser, pour comprendre ce qui nous distingue, monsieur le doyen, mais aussi ce qui nous unit. Et ce qui nous unit à tous, c'est notre irréductible humanité. Aujourd'hui, il y a un débat, vous savez, sur le fait de savoir si l'intelligence artificielle va finalement supprimer l'art et va même peut-être reléguer l'être humain à des fonctions inutiles. Moi, je crois que l'art a encore de beaux jours devant lui. Baudelaire pensait que l'arrivée de la photographie allait tuer la peinture. On voit bien que l'arrivée... au plan international, en valeur universelle et exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science. Si les atteintes sont portées aux biens culturels, alors le droit pénal, cette fois-ci, va
pouvoir être mobilisée. D'ailleurs, alors, je crois aussi qu'elle m'a interpellé sur la notion de droit d'auteur, puisqu'il s'agit de propriété intellectuelle. J'ai eu la chance de travailler quelques années à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et à cette occasion, j'ai parcouru l'Afrique du Nord au sud, d'est en ouest pour prêcher la bonne parole de la protection des œuvres des créateurs de l'esprit. Et si vous allez à l'Empire à Genève, il y a un écriteau où il est indiqué « De l'esprit humain naissent les œuvres d'art et les inventions. Ces œuvres assurent aux hommes la dignité de la vie. Il est du devoir de l'État de protéger les arts et les inventions. » Donc, professeur Muriel, l'État a ce devoir de les protéger. Même si on ne peut pas tout attendre de l'État, on sait très bien quand même qu'un État civilisé doit pouvoir protéger non seulement les hommes, mais aussi les biens et les œuvres d'art. Alors, à l'époque où je travaillais à l'OMPI, je rencontrais souvent les ministres de la culture qui étaient mes interlocuteurs. Et la plupart du temps, ils se plaignaient du fait que la culture est le parent pauvre des budgets de ces États. Mais il y a quelque chose que le professeur Oyono, Ferdinand, qui était ministre de la culture à l'époque, m'a dit, la carte de visite d'un pays, c'est sa culture. Et je pense que sur cette interpellation, M. Jean Kemchiro a certainement des choses à dire. Bien, merci maître de me donner la parole. Quand le professeur Hubert a parlé, il y a eu plusieurs portes par lesquelles je pourrais entrer. Et je pense que l'une des portes a été celle par laquelle elle interpellait chacun de nous de pouvoir participer à cette protection des œuvres. Alors, est-ce que nous pouvons effectivement protéger nos œuvres culturelles? Est-ce que nous pouvons protéger les œuvres culturelles que nous ne connaissons pas? Est-ce que nous pouvons protéger les œuvres culturelles que nous abandonnons? Et c'est pourquoi, n'étant pas spécialiste d'une discipline assez rigoureuse, assez logique, assez élaborée comme eux, je voudrais dire que déjà, au-delà de ce qui a été, piraté, de ce qui a été emporté par les colons, il faudrait déjà que nous-mêmes, nous essayons déjà de faire bon usage ou bien bonne protection de ce que nous avons. C'est pourquoi dans la perspective d'un homme du peuple comme vous, nous pensons plus à déjà collecter ces œuvres, à les collecter, à les décrire, à les mettre à la disposition des populations, parce que vous pouvez effectivement vous trouver devant une œuvre, si vous ne savez même pas que cette œuvre dépend de votre culture, vous ne vous en sortirez pas. Je me suis un peu intéressé à la définition très sommaire de l'œuvre, et un dictionnaire, on peut dire de l'école primaire, a dit manifestation tangible d'une pensée. Et ces pensées se trouvent inscrites même dans nos pratiques. Et c'est considéré comme homme. Et nous avons pris la peine de recenser un peu. Le premier travail dans ce cas a consisté à recenser les titres de l'œuvre. Je ne suis pas sûr que nous l'avons fini. Nous avons toujours au moins 17. Et il y en a même, je voudrais dire merci à Sa Majesté, ils doivent peut-être se rappeler parce qu'il y a de cela peut-être une vingtaine d'années. Il y en a même, il y a d'autres moi les sortants qui est là. Nous avons pris 5 ans comme ça, là même, moi les professeurs universitaires. On a la chance d'avoir parmi nous Sa Majesté, que beaucoup ont reconnu à l'exposition, n'est-ce pas, qui a eu lieu en France en début de l'année dernière, et qui avait la problématique, n'est-ce pas, de ces œuvres d'art-là. Je crois qu'il va nous en dire un mot parce qu'il a été un témoin historique. Donc la commission Ramondi Mbassi, Big Bassi, le musée que vous connaissez, est investi, n'est-ce pas, du pouvoir de nous sortir une histoire actualisée de la présence française au Cameroun dans la période coloniale. Je pense que, d'après ce que j'en ai vu, n'est-ce pas, à la faculté, quand je les ai reçus, il y a la problématique de la reconnexion de ces œuvres. Et cette reconnexion, pour moi, est une dimension de leur protection.
est une dimension de leur protection. Parce que certaines œuvres sorties de leur contexte ont perdu leur puissance. Et nous connaissons le temps, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, où il nous est dit que dès qu'il va rentrer dans son terroir, il va retrouver toutes ces vertus thérapeutiques, protectrices, et ainsi de suite. Donc, madame le professeur, je crois que l'œuvre d'art peut être protégée, mais certaines œuvres d'art sont protectrices. Et il faudrait comprendre tout cela. Alors, pour finir et passer peut-être à la discussion, à d'autres contributions, bon, je dirais que modestement, la philosophie peut poser des questions, mais n'a pas la vocation de répondre à toutes les questions qu'elle pose. Et dit que ce sujet est un sujet très vaste, un sujet riche, qu'on ne peut qu'amorcer ici aujourd'hui, sur lequel on pourrait faire des contributions diverses, parce qu'il a une dimension socio-culturelle, une dimension économique, il a une dimension politico-diplomatique et anthropologique. Je vous remercie beaucoup. Merci, professeur, pour cet étalage de la science en termes de signification de ce que c'est que la notion d'art. Alors, j'en profite pour saluer la présence du conseiller culturel de l'ambassade de France au Cameroun, que j'ai croisé à Paris pendant les expositions, qui était au four et au moulin, et qui vous fait l'honneur d'être à Bapa aujourd'hui. Alors, il faudrait que, comme le professeur vient de le dire, que ce soit une discussion. Si vous avez des questions, je les noterai et puis les intervenants pourront vous répondre. Mais je note aussi que la majesté pourrait éventuellement prendre la parole parce que le professeur vient de l'interpeller puisqu'il était témoin de ce qui s'est passé à Paris et avec toute la connaissance qu'il a emmagasinée, je pense que vous pouvez aussi en profiter. Je ne sais pas si... Oui. Sa majesté, on va entendre vous donner le micro. Merci à tous les panélistes pour toutes ces richesses, non seulement intellectuelles, mais je pense que c'est des richesses aussi, que je dirais, sociales que vous nous donnez. Je voudrais remercier particulièrement le professeur Ubeda, qui au cours d'une rencontre que je dirais impromptue, a accepté au pied levé de venir à Bapa faire cette conférence et je voudrais que l'assistance lui adresse. Je dirais que lorsqu'on a discuté de ce sujet, je me suis dit qu'il était important pour nous qui essayons à travers les musées et à travers les expositions. Et je voudrais faire une virgule tout de suite, une parenthèse, en disant que le destin fait bien ces choses. Parce que Yann Loro, qui est un ami, mais aussi, non seulement le conseiller aux affaires culturelles de l'ambassade de France, mais aussi, est aussi le directeur de l'Institut français du Cameroun. Le destin fait bien les choses pour qu'il soit là pendant qu'on parle de ce sujet, parce qu'on en a parlé beaucoup et nous avons beaucoup travaillé pour l'exposition au musée du Quai Branly. On a travaillé ensemble pour cette exposition et j'avoue que beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi, pendant qu'on parle du retour des œuvres africaines en Afrique, nous on est en train de faire le chemin vers l'Est. Et j'avoue que même dans la diaspora, il y a beaucoup qui disaient cette exposition c'est bien, on a parlé de nous, mais on se demande pourquoi. C'est peut-être l'occasion pour moi de répondre à cette question. Je pense que faire ce chemin d'amener les œuvres en Europe et d'amener les œuvres choisies par nous est l'avenir des œuvres africaines. Parce qu'on va pas continuer à rester dans
tous ces souvenirs, de ressasser ces problèmes des œuvres qui sont parties, sans essayer de réfléchir à ce que deviendront nos œuvres, qui, contemporaines aujourd'hui, seront des œuvres anciennes dans 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait pour valoriser ces œuvres? Est-ce que c'est encore gardé juste pour nous? Tout en sachant qu'aujourd'hui, le monde universel des œuvres, notre concept, et je pense que c'est le bon concept, c'est que demain, le musée du Quai Branly envoie quelques œuvres d'un autre pays, d'un autre continent, à Bapa. Il y a une petite salle, toute petite, mais c'est une salle d'exposition temporaire, où on peut voir les œuvres de Chine, de Japon, demain à Bapa. Il faut faire des échanges. Il ne faut pas rester dans le passé, dans les erreurs ou bien les problèmes du passé et ne pas construire un avenir. Et je pense que l'avenir des œuvres africaines aussi, c'est d'aller se présenter ailleurs et c'est d'accueillir aussi les œuvres qui viennent d'ailleurs. Donc, oui, on doit faire revenir nos œuvres mythiques qui sont parties, nos œuvres qui sont parties dans des conditions pas toujours bien. Mais en même temps, on doit aussi valoriser nos œuvres. On doit montrer que nos œuvres... Et puis, la démarche, c'est que c'est nous qui choisissons ce qui part. Les œuvres chargées, les œuvres portraitistes ne feront pas le voyage parce qu'elles ont une charge qui doit rester. Donc, on ne choisit que les œuvres qui peuvent être vues, qui peuvent faire le voyage. Donc, c'est nous qui faisons le choix. Et les œuvres sont parties à la fin de l'exposition. L'exposition est finie le 17 juin, si j'ai bonne mémoire. Et le 31 août, toutes les œuvres de Baba étaient à la chefferie Baba. À peine un mois après, c'est-à-dire que les expositions ont été démantelées, les œuvres ont été empaquetées, et ça a pris l'avion. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut remercier et le musée du Quai Branly, parce que ces œuvres n'ont pas voyagé par bateau. On a affrété des avions, cargo, pour transporter toutes nos œuvres en France et les ramener. Je vous fais fi des coûts. Donc c'est pour moi l'occasion de dire oui, nous avons des choses à reparer, mais pendant qu'on repart, construisons l'avenir. Et construire l'avenir, ce n'est plus se fermer, c'est de s'assumer et de s'assumer pour vivre en harmonie et en intelligence avec tous les autres. Voilà ce que je peux dire comme... Merci beaucoup, Majesté, pour cet éclairage. Je vois déjà une main qui se lève, une deuxième, une troisième. On va se limiter à 5 pour commencer. Bon, et une quatrième. Bon, on va commencer par ces 4 premiers. Alors, je ne sais pas si le micro va aller jusque là-bas. Non. On peut parler. Oui, on voilà. va parler. Je voudrais souhaiter que tu viennes ici parler, on te voit. Ça va. N'oubliez pas de vous présenter. Je m'appelle, je suis Poncho Fezeux. Vous avez vu, j'ai levé la main très tôt. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement également. Je dois dire que même à distance, on travaille sur ces questions-là. Et il n'y a pas longtemps, une délégation du ministère camerounais de la Culture a séjourné en Allemagne parce que le Cameroun a près de 40 000 œuvres en Allemagne. L'Allemagne a promis de remettre toutes ces œuvres-là. Donc il était question déjà pour les responsables du ministère camerounais de la Culture de voir comment ces œuvres-là vont revenir ici. Avant même que l'Allemagne ne prenne cet engagement, on a vu le président Macron déjà longtemps avant. Après son arrivée au pouvoir, il y a eu une commission, ça et je sais plus, et savoir, voilà, qui ont fait aussi un travail important là-dessus. Et on a l'impression que depuis un certain temps, ça traîne plus que les pieds. Il y a quelques œuvres qui ont été revenues au Bénin, quelques-uns, je ne sais pas, une vingtaine d'œuvres sur des milliers d'œuvres, pareil, une promesse pour la Côte d'Ivoire, et un sabre au Sénégal.
Et je me demande qu'est-ce qui est en train de se passer en France. Est-ce que c'est une marche arrière qui est en train de s'opérer? Ce d'autant plus qu'il n'y a pas longtemps, il y a une jeune Française qui était ici, qui a fait un film et qui l'a présenté dans beaucoup d'espaces. Et j'ai eu l'occasion donc d'échanger avec elle, de regarder le film. Et son témoignage personnel, c'était qu'elle ressentait une vraie réticence au niveau de la France, donc de refaire retourner ces œuvres-là. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est, on a parlé du droit, et notamment du droit international. Est-ce qu'on peut, ou bien est-ce qu'il existe des moyens, à partir du droit international, de contraindre que ce qui avait été une volonté au début, si les gens reculent, est-ce qu'on va utiliser le droit? Ce ne serait même pas d'ailleurs notre souhait, mais ce serait malheureux. Est-ce qu'il faut penser à cela? Et s'il faut penser à cela, est-ce que le droit permettrait donc effectivement de contraindre donc que les œuvres puissent retourner? L'autre chose, et ça a été évoqué ici, on parle de plus en plus de circulation des œuvres. Et l'exposition du Quai Branly est peut-être même déjà une preuve concrète de ce que les œuvres peuvent circuler. Mais ma question à moi, ce serait, est-ce que ici à Baba, et je pose la question peut-être au directeur de l'Institut français, est-ce que ici, on pourrait recevoir non pas seulement les œuvres du Quai Branly, mais même les œuvres qui se trouvent au Louvre ou bien qui se trouvent à un autre musée français? Est-ce que ce ne sont pas seulement les œuvres africaines ou bien les autres colonies océaniques, etc., qui vont circuler? Est-ce que les œuvres françaises, européennes circuleront et qu'on pourra les avoir dans ce musée? Merci. Merci pour votre question. La deuxième, c'était... Je commence donc. Mon nom c'est Fessi. Je suis prêtre de la congrégation des Pères du Saint-Esprit, actuellement travaillant au monastère de Babete, monastère pénitentiaire, comme aumônier, parce que ce sont des bénédictines. Ma question. S'adresse à notre Majesté, s'adresse au professeur qui a voulu parler. Ma question se base sur un événement. Parce que le professeur Communier a insisté sur ce fait que l'œuvre d'art, c'est un travail qui se fait et qui a des enjeux économiques, politiques, et j'en passe. Ce que je voulais souligner, c'est que il y a un monsieur qui est aujourd'hui de regretter mémoire, comme Robert, qui a produit un petit livret intitulé La fièvre de la succession, qui parle, lui, il a voulu parler de l'histoire de papa. Mais ce qu'il y a là, c'est qu'il a, ne pouvant pas produire intellectuellement, il a choisi des gens qui pouvaient l'aider à travailler cela intellectuellement, ça se paye. Deuxièmement, il fallait produire l'œuvre. Et il a trouvé un promoteur. Le promoteur a dit, tu n'as rien. Qu'est-ce que je veux mettre en gage? Il a dit, mon terrain, qui a Yaoundé. L'œuvre a été produite. Et l'œuvre a été interdite. On ne pouvait pas vendre, même pas donner comme cadeau. Alors, ma question, c'est est-ce que Sa Majesté qui promeut ce cadre, qui a des grands amis, qui a lancé le festival,
ne peut pas aider à ce que cette œuvre d'art, c'est-à-dire ce monsieur qui est déjà parti, que son œuvre soit vendue, pour ne serait-ce que les dettes qu'il a laissées sur terre. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à penser prendre son terrain qui est à Yaoundé, à sa progéniture? Donc c'est en ce sens-là que je me dis, notre majesté, je ne veux pas dire qu'il a interdit. Permettez-moi de ne pas vous le dire. Mais je ne suis pas dans le passé. Ça a été interdit dans le passé. Mais on a notre majesté qui est un promoteur de l'art. Est-ce que c'est possible qu'il puisse faire quelque chose pour cela? Et je demande au professeur, est-ce qu'au niveau du droit, on peut essayer de voir comment faire en sorte que cette œuvre-là soit valorisée et peut-être même entre dans ce musée? Merci. Alors, ma question, mon premier point va en droite ligne avec celui qu'a évoqué mon frère, M. Fézé, qui concerne donc le retour des œuvres africaines. Et bien que n'étant pas expert, qu'une œuvre acquiert dépend de l'utilisation de l'œuvre. On peut pouvoir avoir une œuvre. Maintenant, la charge culturelle dépend des rites que vous faites avec cette œuvre. Donc, c'est lorsque vous décidez que cette œuvre va servir à faire certains rites, il y a plusieurs niveaux de rites, que vous donnez cette charge à l'œuvre. Donc quand je dis vous donner, ce n'est pas le sculpteur. Généralement, même le sculpteur ne connaît pas. Il sculpte ce que la cour royale lui commande. Et après, c'est au prêtre du royaume de voir comment donner une charge à cette œuvre pour une mission bien précise. Mais je lui dirai tout de suite que le commun des mortels ne saura pas comment ça se passe, ni quand ça se passe, mais peut à un moment donné ou à un autre vivre incidemment les réactions de cette charge. Donc, tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne connaît pas comment ça se passe. Parce qu'il faut être dans certaines dimensions pour comprendre et vivre ces charges-là des œuvres. Mais on peut avoir les effets. Et je crois que tout le monde, nous savons qu'il y a une œuvre Grassfield, camerounaise, qui a causé des dégâts dans des musées aux États-Unis. Là, on a vu les effets. Mais ceux qui ont la charge, ceux qui ont mis la charge, ceux qui savent que les œuvres ont la charge, vous voyez l'œuvre sur une statue comme tous les autres. Et maintenant, vous pouvez voir les effets, tout le monde peut voir les effets, quand il y a effet. Mais, comme je disais, la charge, c'est en fonction de ce que l'œuvre fait. Et il y a des rites, ceux qui sont chargés de ça. C'est généralement pas une personne. C'est des œuvres qui sont là pour des pratiques culturelles. Et ces personnes qui sont chargées de ces pratiques culturelles donnent la charge à l'œuvre. Et maintenant, l'œuvre va continuer à faire son travail. Et ces pratiques vont se passer de génération en génération. C'est ce que je peux dire. Je vais rebondir avec la question sur le tissu Ndop. Déjà pour dire qu'effectivement, le tissu Ndop est devenu un tissu presque ordinaire. Mais il faut savoir que tout le monde n'a pas le droit de porter le Ndop. Ça, il faudrait qu'on le sache. En fait, il faut une initiation pour porter le Ndop. Et déjà, un citoyen ordinaire n'a pas le droit de porter le Ndop. Il faut être soit notable, soit prince, et le prince doit avoir fait l'initiation, soit un serviteur de la cour, c'est-à-dire que quand je peux servir de la cour royale, pas tous,
certains, ça évitait la cour le droit de porter le NDOC. Soit être une reine consacrée. Je dois vous dire que plusieurs fois ici à Bapa, il y a des gens qui ont été interpellés, à qui on a enlevé le tissu NDOC qu'ils avaient porté. Bon, maintenant dans les villes, dans la diaspora, tout le monde prend ça comme une certaine identité. C'est pas une mauvaise chose, hein, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Mais je pense qu'il faut codifier. Nous avons aussi, peut-être malheureusement, le fait que le NDOC a été immensement copié. Il y a des copies, il y a des variantes de toutes sortes aujourd'hui. Je crois que j'ai lui dit qu'il y a même déjà des gens qui font des carreaux en NDOC. Donc je pense qu'il y a eu une utilisation un peu désordonnée de ce tissu. Peut-être les gens l'aiment, c'est une appropriation aussi. Mais je pense qu'il faut mettre de l'ordre. Donc il y a un chantier de protection du NDOC qui est en cours. Nous travaillons avec la fondation Jean-Félicien Gachat sur ce chantier-là. Je dois dire que c'est un chantier difficile parce que la difficulté du NDOC, c'est que peut-être il faut savoir quoi protéger. Est-ce qu'on protège le tissu? Le tissu, lui, c'est un tissu acheté qui est fait par des tisserands au nord du Cameroun. Est-ce que nous, on a le droit de protéger ce tissu du nord du Cameroun? Donc, on voit un peu la difficulté. C'est un tissu qui passe par plusieurs acteurs pour avoir le produit fini. C'est-à-dire que jusqu'à un passé assez proche, le tissu était teinté au nord du Cameroun. C'est-à-dire qu'on faisait nos dessins ici, on faisait nos crochets ici pour maintenir le tissu. On reportait le tissu. On achète le tissu brut du Nord, on dessine, on tisse pour que les chemins sortent, on renvoie au Nord pour la teinture. Maintenant, ça veut dire que toutes ces personnes ont le droit de revendiquer quelque chose par rapport à ce tissu. Et même le tissu NDOC n'est pas seulement un tissu du peuple, je dirais, bamilé. Le Nord-Ouest utilise le tissu NDOC. Donc, pour protéger vraiment le NDOC, il faudrait que nous soyons associés avec toutes ces personnes qui sont acteurs de la production et même de la conception de ce tissu. Donc, c'est ça un peu la difficulté de la protection du tissu NDOC. Même nous sommes dessus, on est en train de travailler. Il faut aussi discuter avec l'OAPI pour savoir exactement comment on peut protéger ce tissu. Donc la démarche que nous avons aujourd'hui, c'est de faire une part entre le NDOC authentique et les copies qui sont déjà... On ne peut plus arrêter. Vraiment, la saignée est trop grande pour arrêter. On ne peut plus arrêter, mais maintenant il faut peut-être protéger le NDOC authentique. De telle manière que lorsqu'on passe dans la rue, on reconnaît que ça, celui-là, porte le NDOC authentique, et d'autres c'est une copie. Donc c'est peut-être la démarche là que nous avons aujourd'hui pour pouvoir protéger. Et puis peut-être insister auprès des populations pour dire quand une chose a une valeur, je pense que constituer cette chose lui fait perdre complètement sa valeur. Fait comprendre, oui, le tissu aura une valeur pour nous, mais l'utiliser de manière aussi désordonnée va faire perdre son essence et sa valeur. Donc c'est un risque d'utiliser ça n'importe comment. Donc aujourd'hui on voit n'importe quelle femme faire son foulard en tissu NDOC. D'ailleurs je vois ici au musée on vend des tenues NDOC. On ne peut pas empêcher de vendre. C'est un produit marchand aussi, on peut vendre, mais lorsque vous achetez, les gens font des cérémonies de la chaise, on en a parlé tout à l'heure. Quand vous faites une cérémonie de la chaise, vous achetez le chapeau, vous achetez la corne à bois, vous achetez la pipe pour votre grand-parent qui va vous mettre sur la chaise. Donc en même temps, vous savez que vous achetez pour quelqu'un. Donc n'importe qui peut acheter du tissu NDOC. Mais il faut acheter pour donner à la personne qui a le droit de porter. On ne peut pas aller au marché et dire il faut avoir un laissez-passer pour acheter le tissu NDOC, un fils pour acheter pour son père, parce que son père a le droit de porter le NDOC. Donc, je pense que la solution n'est pas d'empêcher de vendre le NDOC,
mais c'est d'ordonner pour qu'on sache qui porte le don. Et c'est ça toute la difficulté aujourd'hui. Et c'est l'occasion de nous interpeller. Le festival, c'est aussi pour interpeller les gens pour qu'ils sachent que, par exemple, tout le monde peut avoir le droit de porter le don, mais il faut passer par les étapes pour y arriver. Même parmi les notables, tous les objets voyagent, qui ont demandé que certains objets voyagent avec les chefs eux-mêmes. Donc vous voyez, il y a quand même eu un travail assez énorme, souterrain bien évidemment, mais qui a fait que l'exposition qui a été présentée est une exposition qui n'a pas été imposée du tout, qui a été faite avec. Alors je sais que c'est un peu difficile aussi, encore une fois, de rentrer dans cette nouvelle façon d'être ensemble, c'est-à-dire de partager, de faire avec. C'est toujours beaucoup plus facile de faire contre. On est beaucoup plus à l'aise quand on est contre quelque chose ou contre quelqu'un. Faire avec, c'est autre chose. Vivre avec quelqu'un, c'est autre chose. Faire, développer un projet avec quelqu'un, c'est pas facile non plus. Ça implique des concessions, du dialogue, ça implique beaucoup de choses. Donc cette exposition, elle a eu lieu. Bien évidemment, il y a plein de spécialistes, on trouve toujours plein de spécialistes qui ont critiqué « Ah non, mais attendez, scientifiquement, c'est pas exactement ça, il manque des objets, il manque ceci, il manque cela. » Ben, ils avaient raison, mais ce n'était pas l'objet de faire une exposition exhaustive. C'est pas ça l'objet, c'était pas d'arriver à quelque chose qui soit, comment dire, idéal. Simplement, il y a plus de 240 000 visiteurs qui ont été visiter cette exposition. C'est-à-dire que c'est l'exposition qui était la plus visitée du Quai Branly. Vous avez eu des grands-pères et des grands-mères qui vivent et qui sont installés en France, donc ce qu'on appelle les gens de la diaspora, qui ont emmené leurs petits-fils, qui eux ne sont jamais allés au Cameroun, et qui ont été leur montrer qu'ils soient camerounais, ivoiriens, sénégalais, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, voilà, tu vois, nous, sur notre continent et dans notre pays, voilà, et bien la nature, c'est important. Et bien les gens qui sont disparus, les esprits, c'est important. Regarde ces objets, je vais t'expliquer. On a eu une exposition dont la diaspora, c'est vraiment, quelles que soient ses orientations politiques, je dis, c'est pas un objet politique cette exposition. C'était faire connaître quelque chose. Alors on nous avait reproché aussi au départ, ah oui, mais vous comprenez, ça ne va pas du tout parce que vous ne traitez pas les critères culturels. Waouh! Alors je comprends que ici c'est important, que dans le cadre d'une unité nationale, les critères culturels doivent être traités. Ça, c'est la responsabilité des autorités. Et par contre, Emmanuel Casero a dit, écoutez, oui, très bien, mais nous, scientifiquement, on a décidé de s'intéresser à une partie de la culture du Cameroun. Pas toute la partie, mais une partie. Je trouve que c'était une culture qui était majoritairement en pays bénéfique et surtout qui a été faite, et ça on n'a pas souvent dit, avec les chefs traditionnels. Donc vous comprenez déjà que si vous regardez les réseaux sociaux de cette époque ou après, vous allez voir vraiment une grande différence. Hein, quand on a dit, ah ça y est, on impose une culture, on réduit le Cameroun au pays des grâces-filles, etc. Écoutez, je veux dire, pour un Parisien normal ou un touriste de passage, il n'a aucune idée qu'il y a 250 communautés au Cameroun. D'accord ? Il n'a pas l'idée qu'il y a 4 aires culturelles non plus. Donc si vous voulez, lui, il va aller découvrir quelque chose. Et il va apprendre des choses. Et donc, je crois que c'était plutôt une belle image qui a été faite. Et ensuite, avec Ses Majestés, on s'est posé la question quand même de quelque chose que vous n'avez pas abordé, en tout cas dans les questions, qui était celle de la jeunesse. C'était un peu abordé pour les artistes et j'y reviendrai parce que je trouve que c'est très important. Et donc, c'était une demande du ministère des Arts et de la Culture. On m'a dit, oui, mais là, c'est du patrimoine, et la culture, c'est pas ça. Ok, c'est parti, ok. On va faire ce qu'on appelait le focus, le premier focus Cameroun, où on a invité une quarantaine de jeunes artistes, qui pour la plupart n'étaient jamais partis à l'étranger ou en France, et qui ont présenté un des visages de la culture camerounaise contemporaine. Ces jeunes danseurs, performeurs, plasticiens, ces jeunes qui faisaient du théâtre également, ces jeunes qui faisaient de la mode. Donc là, on parlait des tissus qui étaient réinterprétés. Et je trouvais que Sa Majesté, dans sa grande sagesse, a été très claire. On n'arrête pas un train qui roule. Par contre, on peut peut-être garder l'aspect rituel. Et que quand le NDOP se porte dans certaines cérémonies, tout le monde ne veut pas se présenter avec ce même tissu. Et par contre, vous empêcherez malheureusement pas les marchands du temple à utiliser ces couleurs et ce savoir-faire parce que c'est un beau tissu, parce que c'est quelque chose qui est joyeux, etc. Et donc, beaucoup de jeunes designers s'en emparent. Il y aurait certains sont américains, mais pas forcément. Et le présentent. Donc, réjouissez-vous quelque part. Ça présente aussi le génie de ce pays et de sa culture et de sa jeunesse.
pour les arts, pour conclure sur ce sujet, je crois qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé dans le passé, on a raison, et j'y reviendrai, mais peut-être que ça serait aussi intéressant de s'occuper des droits et aussi des devoirs des artistes contemporains. Quelle est leur place aujourd'hui dans les musées du Cameroun et d'Afrique? Où est-ce qu'il y a des grandes collections d'art contemporain? Comment est-ce qu'on paye les artistes? Produisent des revenus, des devises pour les États, soit redistribués à une proportion même infime avec les sources après les identifications. Voilà une idée. Voilà une idée qui pourrait intéresser, parce qu'au lieu de les délocaliser totalement, on peut établir, comment dire, une clé de répartition, n'est-ce pas, des retombées, n'est-ce pas, des produits d'exploitation de ces lieux. Merci beaucoup. Merci professeur, ça fait presque 2 heures que nous échangeons. Je pense que les majestés auront bien entendu tout ce que vous avez eu à dire. Pour l'instant, nous vous remercions d'être venus, nous vous remercions d'avoir contribué par vos questions, par vos interrogations, par vos interpellations à la bonne tenue de cette conférence. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir un peu plus de temps pour échanger parce qu'il y a des questions qui restent en suspens. Je ne parlerai pas de cette question du retour des œuvres parce que c'est ce qui a maintenu plusieurs personnes d'entre vous en haleine. Je voudrais remercier Ses Majestés, leur Majesté d'être présents, même si nous avons... Ah oui, même si nous avons abusé de votre présence en faisant de vous un conférencier, mais qui était très brillant, puisque nous avons appris énormément de choses, notamment sur cette question de charge des œuvres. Et pour terminer, je pense que le communicant, comme vous l'avez appelé, pourrait vous remercier et puis nous séparer aujourd'hui. Bien, je voudrais vous aider pour, n'est-ce pas, manifester ma joie pour cet honneur qui m'a été donné. Nous avons été tous préoccupés par les problèmes de conservation et de protection. C'est une très bonne chose. Mais je voudrais également insister sur un aspect. Nous ne nous intéressons pas seulement à ce qui est à l'extérieur et qu'on devrait ramener, ou alors qu'on devrait protéger. Cherchons aussi à collecter ce qui peut être encore là et qui n'est pas connu, ou même à fabriquer de nouvelles. Et je voudrais, pour finir, rappeler cette citation de Sa Majesté Joseph Kanga, le 29 juillet 1956, où il disait « Les coutumes bamileke doivent être relevées et cataloguées afin que les enfants en prennent conscience. Car moi-même qui suis appelé grand chef coutumier de la région bamileke, je n'en sais pas grand-chose. Et je souhaite que nous tous, nous prenons conscience de ça et que, en même temps que nous valorisons les œuvres que les autres ont voulu mieux valoriser que nous cherchons à comprendre mieux ce qui est à côté de nous et à les collecter, à les valoriser aussi. Merci à leur Majesté. Merci aux représentants du Centre culturel français. Merci à tous les panélistes. Je remercie encore le PCO qui m'a associé et à vous aussi, mesdames et messieurs, qui avez accepté de prendre un peu de votre temps pour venir écouter ces sommités intellectuelles. Je vous remercie. Merci Leur Majesté, merci aux panélistes, merci à notre grand partenaire de l'ambassade de France. La question qui peut être posée par rapport à la création de la commission peut aussi découler d'une lecture de l'acte de création de la dite commission. Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit d'avoir aussi une interprétation et peut-être qu'elle n'a pas été comprise comme ça. Toujours est-il que ici c'est un débat, les questions peuvent venir de toutes parts, on doit seulement assumer d'apporter les réponses. Et je crois qu'ici nous avons les réponses à toutes les questions qui ont été posées. Et pour ça je vous félicite et je remercie tous ceux qui ont réagi à ces questions. J'aimerais, parce que probablement on l'a oublié à l'entame de cette discussion, de désigner un rapporteur. J'espère que mon petit frère a la mémoire assez vive pour préparer le rapport de cette grande rencontre, parce que c'est la toute première de notre, d'après le lancement officiel de notre grand festival.
Donc nous aimerions bien consigner dans les proceedings, comme nous disons, de notre festival, toute une section sur cette conférence. Donc je compte sur toi pour nous la produire, cette session, et je compte sur les photographes pour donner les images, pour qu'on alimente, pour montrer toute la beauté de ce moment que nous avons partagé ensemble. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase, mais avant, avec votre permission, j'aimerais profiter de ce panel pour dire que nous aurons comme ça dans la semaine 3 ou 4 autres grands à temps pour qu'ils puissent l'intégrer suffisamment à temps pour que l'intérêt de tout le monde. Quoi qu'il en soit, à la dernière minute, la diaspora a décidé de porter cette contribution au festival. Il s'agira d'abord de parler, dans le cadre de cette conférence-là, du travail manuel qui est dispensé par un professeur de travail manuel au lycée. En tout cas, ce n'est pas un professeur de travail manuel en tant que tel, mais il dispense le travail manuel. C'est un professeur d'anglais, il s'appelle Monsieur Biba, et sa vocation vraiment au lycée de Bapa a une spécificité, c'est-à-dire initier les élèves formés au lycée de Bapa au métier, à l'entrepreneuriat. Et cette situation, la diaspora a vu passer à travers les forums des vidéos de ce travail de ce professeur et a décidé de s'impliquer pour le soutenir afin que ça fasse un cachet spécial à Bapa. Et donc, on a contacté le professeur, on a lancé un appel à contribution au sein de la diaspora qui a accepté volontiers, avec enthousiasme, de collecter un peu de fonds pour soutenir ce professeur. Et on a en un tour de piste comme ça là ramassé un montant de 2,5 millions qu'on va mettre à la disposition du professeur du lycée de Bapa pour promouvoir, pour soutenir ce projet de travail manuel au sein du lycée. Ça, c'est un projet qui va se faire sur du long terme et la diaspora ne débloque pas ce montant-là d'un seul coup. Ça va être progressif, ça va être séquentiel. On vous en expliquera en long et en large durant cette conférence. Le deuxième volet, ça va porter sur le projet de bibliothèque scolaire qui est en train d'être, bibliothèque scolaire gratuite qui est en train d'être implémentée dans les écoles primaires à Bapa, qui est un projet qui a été approuvé par Sa Majesté il y a 2 ans de cela. Et par ma modeste personne, j'ai décidé de donner le meilleur de moi-même pour essayer d'initier ce projet-là. Et d'autres personnes au sein de la diaspora ont accueilli favorablement l'idée et ont accepté d'appuyer, de mettre la main. Donc on va réunir tous les directeurs et directrices des écoles primaires à Bapa pour parler de ce projet-là, dire ce qu'il en est depuis le début de l'implémentation, dire quels sont les enjeux que les écoles... Ça va. Hein? Ça va. Fini, hein? Voilà. On va mettre un peu d'eau dedans.
Mmh.